Voilà, nous sommes mardi 3 septembre 2013. Voici une émission consacrée à Jean Sénac par Tofek Hakim. C'était ce matin sur France Culture. Comment 6 heures? Bonjour tout le monde et bon réveil sur France Culture. Nous sommes le mardi 3 septembre, vous le savez, un autre jour est possible, c'est reparti et c'est tous les jours jusqu'à 6h30. Et aujourd'hui, on va commencer par un poème. Je t'aime. Tu es forte comme un comité de gestion, comme une coopérative agricole, comme une brasserie nationalisée, comme la rose de midi, comme l'unité du peuple, comme une cellule d'alphabétisation, comme un centre professionnel, comme une parole de Meddah, comme l'odeur du jasmin dans la rue de Paillet, comme une gouache de Bélenteur, comme le chant des murs et la métamorphose. C'était un poème de Jean Sénac, lu par sa collègue de la radio algérienne de l'époque, Leila Deradji. Et mon invité, ce matin, Max Leroy, vient de sortir une passionnante enquête sur ce poète encore méconnu en France, et déjà oublié en Algérie, où il est né pourtant, et où il est mort assassiné officiellement par un amant d'une nuit, il y a tout juste 40 ans. Max Leroy, bonjour. Jean Sénac signait ses poèmes d'un petit soleil, mais à l'époque, celui qui brillait, c'était plutôt son ami, Albert Camus, si tant est qu'on puisse rapprocher ces deux frères séparés par l'histoire de la France-Algérie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, ils étaient extrêmement proches tous les deux. Ouais. Et Sénac appelait toujours Camus mon philosophe préféré, et donc il le considérait comme étant une référence et spirituelle et intellectuelle, et puis aussi amicale, puisqu'ils ont entretenu une relation de 12 ans, qui était une relation d'ordre père-fils. Camus l'appelait mon fils, et à l'inverse, Sénac l'appelait mon père, ou mon frère. Et la divergence s'est produite entre les deux au moment de la guerre d'Algérie. Donc en fait, il y a eu une grave scission, et là, Sénac prend le rôle effectivement d'espèce d'envers. Camus était sur une ligne ni indépendance totale, ni Algérie-France. Il a essayé de trouver une espèce de troisième voie. Sénac lui a pris la voie de l'indépendance, mais en disant que les pieds noirs étaient amenés à rester, à former une espèce sur le modèle, on va dire, de l'Afrique du Sud ensuite, ça serait quelque chose qui ressemblait à ça. Et là, grosse rupture avec Camus, donc effectivement, il est pas l'envers de l'endroit, parce que c'est pas aussi radical que ça, mais il a voulu aller plus loin que l'approche de Camus, en tout cas sur cette question. La radiodiffusion, télévision française, présente France Culture. Tout à l'heure, à 6h20, on parle de votre enquête sur les traces de Jean Sénac, une enquête, un livre édité par l'Atelier de création libertaire. Mais d'abord, pour marquer les 50 ans de France Culture, retour sur quelques moments du passé, et pour rester avec Jean Sénac, voici un extrait d'une émission produite il y a tout juste 10 ans, une vie, une œuvre, donc consacrée à Jean Sénac, où j'étais allé à la rencontre de ceux qui ont connu le poète, comme par exemple le sculpteur Routy Ferraoun. La première fois que j'ai rencontré Jean Sénac, je m'en souviens, c'était à la radio d'Alger, au restaurant. Et il avait une voix tonitruante qui m'agaçait de prime abord. Et il disait « Je vais être le plus jeune poète arabe ». C'est-à-dire que dans son esprit, il désirait apprendre l'arabe pour écrire en arabe. Avec sa voix de pied noir, nasillarde, très, comment dirais-je, rauque, ça m'avait fait mourir de rire. Qu'un homme de son âge dise « Je vais être le plus jeune poète arabe ». Et évidemment, nous avons sympathisé, échangé quelques paroles d'amitié, etc. C'était un être, je dirais, extraterrestre, absolument inclassable, vitupérant, vociférant, sarcastique, éblouissant. Pendant toutes les années où vous l'avez connu, Routy Ferraoun, avez-vous noté une évolution chez Jean Sénac? On dit toujours que vers la fin de sa vie, il avait quand même une sorte de hantise ou de sensation que la mort allait le rattraper. Et il a même écrit un poème
dans les tout derniers qui s'intitule Bardo, qui fait explicitement référence à ce moment dans le bouddhisme tibétain qui est le moment de l'entre-deux, c'est-à-dire le moment qui mène de la mort à la mort, sinon. De tout temps, même dans ses poèmes de jeunesse, de même qu'il était anxieux, en quête de son identité, parce que tout le monde le sait, il n'a pas connu son père. Il y a des poèmes qui parlent de la vie et de la mort. Et il a parlé, il a écrit qu'il allait être assassiné. C'était quelque chose de fabuleux qui le rapproche de Lorca, de Whitman, de Pasolini, etc. Mais c'était un être de vie. En fait, la mort n'était pas pour lui quelque chose de sombre. Ça aurait été plutôt une forme de délivrance, si je peux dire cela. Mais c'est très ambigu, il faudra discourir là-dessus. Je n'ai pas connu d'être aussi amoureux de la vie, de l'humain, de l'amitié, de la tendresse, de la passion, de la folie. Enfin, c'était le poète, aussi bien dans ses écrits que dans sa vie. Sa vie était poésie. Mais comment peut-on, en étant inclassable, avoir tenté, voulu prendre des positions politiques extrêmement précises, se référant à une idéologie très dirigiste d'une certaine façon? Il a été amené à écrire des poèmes, des sortes d'hymnes aux tracteurs, du plus pur style réaliste socialiste. Simplement, évidemment, avec lui, ça échappe complètement parce qu'on a l'impression que même dans sa bouche, on n'y croit pas. C'est tellement fou. Oui, mais il y a comment dire, de la distanciation. Beaucoup le comparent précisément à Pasolini ou Lorca ou d'autres. Moi, je le vois brechtien. Pour moi, c'est... Et vraiment, il y a des poèmes que je connais de Brecht et de Sénac qui sont frères, qui sont parallèles. Et c'est étonnant que tous les analystes, les essayistes et autres n'ont pas vu ce rapprochement. Il était d'un humour. Tu es belle comme un comité de gestion, c'est son fameuse phrase qui lui a été longtemps reprochée. Mais il l'a dite par provocation, par humour. Et il l'a dit à Che Guevara, avec lequel il dînait. Et Che Guevara fumait un cigare qu'il a laissé poser sur le comptoir. Et puis un garçon de café est venu et a dit « Monsieur, votre cigare brûle la table ». Et Jean Sénac dit « Mais c'est Che Guevara ». Alors le garçon a répondu « Mais que ce soit Che Guevara ou le pape, nous ici, c'est un comité de gestion, il faut qu'on fasse attention au matériel. » C'est tout. Et ils ont éclaté de rire, et de là est né le poème « Tu es belle comme un comité de gestion ». بعد الهجر والعصير وجات ايام الخير بعد العصير وجات ايام الخير Jean l'Algérien, Sénac l'Algérois. On aurait tant aimé faire cette émission avec Radio Alger pour récupérer justement les archives de la radio algérienne et les émissions de Jean Sénac. Toujours est-il, dans cette émission consacrée à Jean Sénac, on a tenu à ce que les mots, les poèmes de Jean Sénac soient lus, soient interprétés par des voix algériennes. Et avec nous aujourd'hui, le poète kabyle Ali Malek, qui vient de débarquer d'Algérie et qui est né, lui, l'année de l'assassinat, de la mort de Jean Sénac. Avec nous aussi d'autres jeunes comédiens qui viennent d'Oran, fraîchement débarqués, puisqu'ils sont en tournée en France.
qui eux sont nés 10 ans après la mort de Jean Sénac. Nous leur avons demandé de lire les œuvres de Sénac. Quand je serai mort, Jean, vous mettrez mon corps sur la mer. Vous écouterez la Sigiriya, l'irréparable mon ancêtre arabe pleure. Vous écouterez l'Anqa, Yazifullah, et le concerto de Bartok pour orchestre. Pendant 37 ans, j'ai tellement eu faim de beauté, j'ai tellement eu faim de santé. Soyez patients. C'est une après-midi ensemble, tandis que mon corps sur la mer. Et puis danser le twist, danser à perdre à l'aile l'Afrique délivrée. Le twist est comme jadis sur le mal, le Hadawi. Jean, vous serez des hommes libres. Vous construirez l'autogestion. Vous construirez une culture sans race. Vous comprendrez pourquoi ma mort est optimiste. Je ne me suicide pas, je vis. Voilà ma signature. John Sénac, et je mets un soleil. Alger, Pointe-Piscade, 21-26 janvier 1964. نطلب ربي يحن عليا يستجب في الحيط سبحانه. Chant de transfiguration. Karimou, Lounès, Mifah Bayou, Mani, Mustafa, Reda, Ahmed, Mustafa Mourad, Mohamed, Abdou, Youssef, El Hadi, Mourad, Yassia, Saïd Mzian, Slimane, Mohamed, Ammar, Hussein, Slimane, Chilali, Hamidat, Saïd, Dahman, Issa, Boulam, Saïd, Jamal, Mohamed, Kamal, Kamal. Mes beaux seigneurs sont arrivés, ils sont venus, nous avons tiré nos sabres luisants. Calcination, terre des mots. Cette ville. Dans cette ville, on ne sort plus. Les rats crèvent sous le cœur. Les oranges sont petites et les pommes de terre rares. Baiser interdit, mosquée grasse. Les mots font mal, rire de crin. Dans cette ville, la jeunesse est un crime. L'intelligence est un crime. La beauté est un crime. La médiocrité est la seule loi. Poésie battue jusqu'au sang. Hamidat, joueur, ordonne cette jungle, donne aux lys des sables le nom, tandis qu'entre la résonance et ta cuisse j'avance, le gémissement de la guitare quand tu jouis. Parole obscène, le chant populaire, lorsqu'il danse et éjacule, Deidawi au Zitouna. Je te lance sur mon zeb, Deidawi écrit comme ça. Françoise Daubonne, vous êtes vous-même écrivain, et quand vous parlez un peu de l'œuvre de Jean Sénac, quelque chose vous étonne, vous dites que l'idée du père semble avoir hanté toute la vie de Sénac, un peu comme celle de la mère, l'œuvre de Jean Genet. Je crois que c'était obligatoire. L'absence est souvent la forme la plus paroxystique de la présence. Le fait par Genet d'avoir été abandonné par sa mère, le fait chez Jean Sénac de ne pas avoir connu son père, projette quelque chose qui occupe par son ombre toute une vie humaine. C'est assez logique. Les leçons d'Edgar, son premier recueil de 1954, c'est-à-dire un recueil qui est prêt avant le déclenchement de la guerre d'Algérie, avant le 1er novembre 1954, et ben, ce recueil de poèmes, Les leçons d'Edgar, ne sera publié qu'en 1983. Alors, je voulais vous poser cette question, Françoise Daubonne. Pourquoi Jean Sénac, qui avait pourtant le soutien, je n'oserais pas dire la bénédiction de René Char et même de Camus, hein, le père impossible, quand vous dites, qui a apporté vraiment son soutien à ses premiers poèmes, pourquoi il a fallu attendre jusqu'en 1983 pour voir enfin l'œuvre de Jean Sénac éditée? À l'époque, déjà, il était très difficile d'éditer de la poésie. Mais j'en ai connu autour de moi, qui avaient des appuis, qui avaient du mérite, qui auraient pu vraiment compter sur une édition et qui n'arrivaient pas à publier leurs poèmes. Alors quand il s'agit de quelqu'un qui vit en Algérie, qui ne vit même pas sur le territoire, qui écrit une poésie d'un type assez difficile et tellement personnel qu'on ne peut guère le raccorder à aucune école ou influence, la difficulté est d'autant plus grande. Et d'autant plus, je crois que Sénac n'avait pas un tel acharnement à se faire publier. Il essayait, c'est certain, mais il n'y mettait pas tellement de conviction. Pour lui, l'important, c'était d'écrire, de faire lire aux gens qui lui plaisaient, qui l'entouraient, les poèmes qu'il avait écrits, de les envoyer.
en lettres, comme ceux qu'il a envoyés à Serge Tamagno par exemple, mais il ne s'acharnait pas à faire pression sur des éditeurs. Donc, d'une part, une difficulté, de l'autre, une certaine désinvolture, explique le fait qu'il n'ait pas pu se faire publier plus tôt. Françoise de Bonne, vous êtes écrivain, vous avez donc lu l'œuvre de Jean Sénac, et vous remarquez qu'après 1962, il y a une nouvelle technique d'écriture chez Jean Sénac, une technique à la fois plus dépouillée et plus raffinée. C'est un fait certain qu'il a commencé par un classicisme de type plus ordinaire, se rapprochant davantage d'une poésie plus accessible, plus, je ne dirais pas traditionnelle, mais plus connue, qui ensuite change complètement de ton. S'il y a un poète auquel je peux le comparer le plus, alors qu'il est pourtant d'une originalité si puissante qu'on n'y voit guère de semblable, eh bien je dirais qu'il me fait assez penser à Olivier Laronde, dont l'évolution a été, qui n'avait rien à voir à faire avec la guerre d'Algérie, dont l'évolution a été assez semblable. Un début de classicisme et ensuite un certain parti pris de rechercher la formule qui n'a jamais été faite, de prendre la tournure qu'on n'a jamais osé appliquer et qui donne une originalité puissante à la deuxième partie, à la deuxième étape de sa technique. Alors vous parlez de la chair dans les mots de Jean Sénac. Quand vous parlez des poèmes iliaques, vous avancez ce mot qui peut résumer un peu l'œuvre de Jean Sénac, du moins une partie de l'œuvre de Jean Sénac, c'est le corps-poème. Oui, eh bien je crois que le mot, du reste, était déjà employé ailleurs. Je ne sais pas si Jean Sénac lui-même en est l'auteur, mais en parlant de son œuvre, on a souvent utilisé ce mot de corps-poème qui répondait à l'intention, à l'ambition de l'auteur, cherchant cette fusion impossible entre Foucault dirait la chose et le signe, entre l'objet et ce qu'il représente, à savoir entre le poème et l'objet de ce poème qui est un corps, et le mot de poème iliaque est particulièrement significatif, puisqu'il signifie que l'os iliaque étant l'os du bassin, son poème se voue à un corps qui est une paire de hanches en forme de lyre, répondant évidemment au corps de garçon qui est l'objet de toute l'œuvre poétique de Jean Sénac à partir de cette époque. René de Sécati, si on parlait maintenant de la période de Jean Sénac avant l'indépendance. Jean Sénac qui rencontre, qui correspond avec René Char, qui a l'appui d'Albert Camus, mais qui ne sera jamais en fait édité et qui n'aura jamais, avant 62, une place dans la poésie algérienne ou française d'Algérie. Vous savez, c'est le même problème qu'un autre écrivain algérien qui est Jean Amrouche. Hein, on peut faire aussi un parallèle entre Jean Amrouche et Jean Sénac. Mais Jean Amrouche avait sa place en tant que critique, en tant que grand journaliste, grand intervieweur, mais après tout, son œuvre poétique était dans l'ombre. Hein. Je pense que ça tient aussi à une espèce de paternalisme colonialiste. Il ne faut pas oublier quand même ce qu'étaient les Algériens pour les Français, même les Français les plus généreux, comme Camus. Mais on savait que Camus s'était trompé sur le rapport, le destin, sur l'amitié des peuples. Il avait fait une erreur politique gigantesque. Donc je pense qu'il y avait une grande ambiguïté dans les années 50-60 dans les rapports de la France avec des poètes qui utilisaient en plus la langue française. Comme si, vous voyez, ils avaient la langue, la langue du colonisateur. Hein. Un problème qu'on retrouve aussi dans les autres colonies qui existent encore, qui sont les colonies des Antilles. Hein. C'est toujours le problème. Comment les écrivains qui utilisent la langue du colonisateur peuvent être reconnus comme poètes à part entière. Et en plus, Jean Sénac avait l'ambiguïté supplémentaire qu'il n'était pas arabe. C'est-à-dire qu'il avait un nom français, on ne sait pas qui est son père. Donc il y avait aussi ce problème-là qui fait qu'il était trop bizarre, peut-être, pour être reconnu. Je ne sais pas. Bon, en tous les cas, heureusement, par la suite, il a été reconnu, toujours avec des difficultés, d'ailleurs, parce qu'on a continué à le refuser chez Gallimard pour certains poèmes. Pourquoi ?
Vous savez, ça tient des personnes. Hein. Je veux dire qu'une maison d'édition est liée aux personnes qui se trouvent là, sur place. Je veux dire que, par exemple, si moi je n'avais pas été sur place au moment où on a proposé Ébauche d'un père à Gallimard, peut-être que le livre n'aurait jamais été édité. Alors, une maison d'édition, c'est l'histoire des personnes et des sensibilités qui se trouvent là. Il n'y a pas de jugement définitif. Des petites histoires de personnes et pas la grande histoire. Oui, je le crois. Moi, je crois profondément. On se trompe en disant que Gallimard a refusé. Non, les personnes qui se trouvaient chez Gallimard à ce moment-là ont été inattentives. Et c'est tout ce qu'on peut dire. Mais heureusement, il y a des révisions de l'histoire et après d'autres personnes arrivent qui peuvent permettre justement une œuvre comme celle-là de se faire connaître. De même, pourquoi Jean Sénac est publié chez Actes Sud des œuvres complètes il y a 3-4 ans? Parce qu'il y avait une personne, Marie-Catherine Vacher, qui a été sensible, et voilà. C'est comme ça que les choses se font. Vers la pointe. Et nous sommes sortis, et la route était verte. Et nous sommes sortis, et la route était bleue. Ô dérision, dans ce bus, je suis seule, pluriel, pour ne pas mourir. Jean Sénac, par ceux qui l'ont connu, c'est un extrait de l'émission Une vie, une œuvre, produite il y a 10 ans, puisque c'était en 2003. Max Leroy est notre invité ce matin. Max Leroy, auteur d'un livre consacré au poète assassiné, Citoyen du volcan, épitaphe pour Jean Sénac. Tel est le titre de cet ouvrage, édité par l'Atelier de création libertaire. Jean Sénac, poète, homme des lettres, est-ce qu'il a été influencé par une quelconque école littéraire ou d'autres courants culturels, Max Leroy? Lui, il avait une formation, enfin il est autodidacte, il vient d'une famille extrêmement pauvre, donc il n'avait pas de bagage littéraire, d'étudiant en tout cas, et il s'est formé en lisant énormément toute la poésie française, donc René Char, Artaud, Genet, etc. Donc il a appris sur le tas comme ça, et puis il était très proche des milieux culturels algériens, donc aussi bien, il connaissait bien Kateb Yassine, il connaissait toute cette école d'écrivains algériens francophones, plus, à cela s'ajoutent les écrivains pieds noirs. Donc voilà, sa formation, à la base, elle s'est faite comme ça. Est-ce qu'on peut parler de poésie militante ou carrément socialiste? Lui, il se définissait, oui, comme un écrivain socialiste. Il disait que il se présentait comme ça, socialiste. Donc on peut parler de poésie militante engagée comme celle de Mayakovsky, comme celle de Pestre, comme celle d'Aragon, même si il pensait qu'Aragon s'était fourvoyé dans cette logique de le parti, mais en tout cas... Vous voulez dire, Max Leroy, quand il écrit « Vous êtes belle comme un comité de gestion », il n'y a pas de second degré? Il y a différentes approches sur cette phrase. Parfois, des gens disent effectivement qu'il l'a écrit au second degré, puisque c'est très connu que c'était quelqu'un de très, très drôle, très pétillant, comme ça en permanence. Et puis parfois, il y a des textes qui sont vraiment liés à un lyrisme très révolutionnaire qu'on a tendance à prendre au premier degré. Donc voilà, ça, c'est pas évident à savoir. Moi-même, je sais toujours pas forcément comment prendre ces phrases. Qu'est-ce qu'il laisse comme écrit, Jean Sénac? Qu'est-ce qu'il laisse? Il laisse majoritairement des poésies, mais un grand nombre d'articles aussi, écrits en prose. Il a beaucoup écrit dans la presse, en fait, et ça, on y a peu accès, parce que, évidemment, ça a été publié dans les journaux de l'époque, et puis voilà. Donc, du coup, des gens vont essayer d'ailleurs, en fin d'année, une réédition d'un grand nombre d'articles va être publié au Seuil, je crois. Et il a écrit un roman qu'on connaît peu, enfin, on va dire, c'est pas vraiment un roman, il l'appelle comme ça, mais c'est un récit autobiographique qui s'appelle Ébauche du père, et qui raconte toute sa jeunesse, et puis son rapport affectif à son père qu'il n'a pas connu. Voilà, et pour parler du style, Jean Sénac? C'est un style très, très particulier. En fait, au début, ces poésies de jeunesse sont dans un style un peu académique, un peu formel, et au fur et à mesure, évidemment, il va se libérer de ça, et son style se lie à son caractère qui était très enthousiaste, très enflammé, donc avec un style très chaud, un style très enflammé, beaucoup de points d'exclamation, parfois des longs textes fleuves, et son roman par exemple est très décousu, on sent qu'il l'a écrit sans aucune préparation, c'est au fil de la plume, et voilà, il avait ce côté désordonné dans sa vie qu'on retrouve dans ses écrits aussi. Alors chacun cherche son Sénac en quelque sorte, puisque Sénac était tout à la fois algérien pour l'indépendance de l'Algérie, mais aussi chrétien,
homosexuel, socialiste, libertaire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a autant de cénacles littéraires que de cénacles en personne? C'est sûr que chacun essaye de, pas de récupérer, c'est pas le terme juste, mais de prendre le cénacle qui lui plaît. Donc c'est-à-dire qu'en Algérie, ça sera plutôt le cénacle politique. Je sais qu'il y a des mouvements de littérature homosexuelle qui vont s'en servir comme étant un militant de la cause homosexuelle, mais lui se concevait comme un tout. Il disait que toutes les parties formaient une seule et même personne, ce qui est logique. Donc du coup, moi j'ai essayé d'aborder le cénacle intégral, c'est-à-dire qu'il y ait son christianisme à son homosexualité, à sa vie en tant que pied noir qui se voulait algérien en part entière. Et donc il me semble qu'on peut ne le comprendre que si on aborde toutes les facettes ensemble. Vous êtes allé en Algérie, vous avez enquêté. Que reste-t-il de Jean Sénac à Alger? Plus grand-chose. En tout cas dans les mémoires, j'ai pu discuter avec l'ancienne génération, celle qui a connu la post-indépendance ou alors même la guerre d'Algérie, le connaît de nom, et puis même j'ai rencontré des gens qui l'avaient croisé. La génération, on va dire la mienne, les noms, son nom n'évoquait absolument rien. Mais de la même façon qu'en France. Et ce que j'ai pu voir, j'ai pu aller dans l'endroit où vivait sa dernière demeure, qui était rue Élysée-Reclus, donc qui était une espèce de cave en sous-sol. J'ai pu aller là, j'ai pu aller sur sa tombe, qui est un cimetière chrétien, qui est pas très loin d'Alger, et qui est, en fait, tout a été arraché, donc du coup, sa tombe est une espèce de... D'où le sous-titre, en fait, épitaphe pour Jean Sénac, puisque l'épitaphe qui avait été faite a disparu, donc sa tombe est anonyme, et puis le cimetière est en état un peu délabré. Pourquoi l'émission de Jean Sénac a été, puisque Jean Sénac travaillait à la radio algérienne, pourquoi elle a été interdite alors que c'était une émission autour de la poésie? C'était une émission, et en plus qui fonctionnait tellement bien qu'on disait à l'époque que c'était la seule à pouvoir concurrencer les matchs de football en termes d'audience. Et donc il recevait beaucoup de lecteurs, de courriers de lecteurs auprès de la jeunesse algérienne. D'auditeurs. Et il a en fait critiqué le durcissement du régime et puis ce qui est considéré comme une trahison du socialisme, dans des textes qui ont été publiés dans une anthologie qui est parue en France, en tout cas en langue française. Et du jour au lendemain, sans qu'on le prévienne, son émission a été coupée. Et donc c'est l'État qui l'a coupée, puisque c'était une émission financée par l'État. Et lui, il a extrêmement mal vécu, et ça a été le début de sa descente aux enfers. Aujourd'hui, on l'oublie, Jean Sénac, en Algérie, ou il est toujours présent? Je sais qu'il y a eu une exposition assez importante qui lui a été consacrée par je crois, le CCF il y a quelques années. Un de ses livres a été traduit en langue arabe, mais je crois que c'est exactement comme en France, c'est-à-dire qu'il fait partie des points lumineux de l'Algérie par rapport à son implication dans l'indépendance, mais des zones noires de l'Algérie par rapport à sa position critique ensuite sur ce qui est devenu le parti unique. Où est-ce qu'on peut trouver les archives de Jean Sénac, puisque lui, pour son testament, il voulait qu'une partie reste à Alger et que l'autre aille à Marseille, une manière de continuer à vivre entre la France et l'Algérie? Moi, je sais que j'ai pu consulter toutes les archives de Marseille à la bibliothèque de l'Alcazar, donc il y a une vingtaine de boîtes, toutes extrêmement bien classées. On peut trouver beaucoup d'inédits, correspondances avec Camus, Char, des photos, donc j'ai eu accès à ça. Et on peut retrouver aussi en Algérie, effectivement, l'autre partie. Après, je crois que le fils adoptif de Sénac avait voulu qu'une partie revienne en France malgré tout, donc non, tout n'est pas en Algérie encore. Merci Max Leroy, je rappelle le titre de votre ouvrage, Citoyen du Volcan, épitaphe pour Jean Sénac, édité par l'Atelier de création libertaire. C'était Un autre jour est possible, j'espère vous retrouver demain, on parlera cinéma.